Est-ce que vous passez beaucoup de temps à l'épicerie à lire et relire les étiquettes des produits alimentaires avant de décider si oui ou non vous allez les mettre dans votre panier? Si un membre de votre famille a des allergies alimentaires, la réponse est probablement oui et c'est tout à fait naturel. Parce que pour réduire les risques de réactions allergiques, bien sûr, la première étape, c'est de bien choisir ces produits. Par contre, ce n'est pas toujours évident de décoder les étiquettes des produits alimentaires. Alors aujourd'hui, on va démêler tout ça avec mes deux invités. Il va être question de liste d'ingrédients, de mentions peut contenir et à la toute fin, on va parler de restaurants et d'une tendance à surveiller, les cuisines fantômes. Alors restez avec nous jusqu'à la fin pour obtenir des réponses à toutes vos questions sur l'étiquetage des allergènes alimentaires. Je m'appelle Marie-Josée Bété et je suis la directrice générale de Déjouer les allergies. On parle aujourd'hui d'étiquetage des aliments et pour répondre à vos questions sur le sujet, j'ai fait appel à deux expertes, Marie-Sylvie Trottier de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et Sophie Desforges du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, qu'on appelle aussi le MAPAC. Alors bonjour à toutes les deux. Bonjour. Marie-Sylvie Trottier est à l'Agence canadienne d'inspection des aliments depuis sa création en 1997. En tant que spécialiste aux opérations, elle a entre autres développé une formation sur la réglementation des allergènes pour le personnel d'inspection. Depuis 5 ans, elle est responsable de la coordination des rappels alimentaires pour le Centre opérationnel du Québec. Ce que ça signifie de façon très concrète, c'est que tous les dossiers qui mènent à un rappel alimentaire à cause d'allergènes non déclarés pour les établissements qui se trouvent au Québec passent entre ses mains. Sophie Desforges est coordonnatrice des rappels alimentaires et conseillère en étiquetage alimentaire au MAPAC. Elle connaît bien la réalité des fabricants alimentaires parce qu'avant d'occuper son poste actuel au MAPAC, elle a travaillé pendant 18 ans comme responsable au contrôle qualité, recherche et développement pour différentes entreprises dans le domaine de la transformation de la viande, du poisson et de la boulangerie. Alors, je vous ai bien présenté, je n'ai pas fait d'erreur. Ça va? C'est Merci. bon. Ça va. Alors, écoutez, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet en commençant par les questions portant sur les ingrédients mentionnés sur les étiquettes des aliments. Donc, Marie-Sylvie, on va commencer par la base. La mention des ingrédients sur les étiquettes des produits alimentaires. Est-ce que les fabricants doivent indiquer les noms courants de tous les ingrédients? On pense aux œufs, aux arachides, mais aussi à des aliments comme le maïs, comme l'ail ou les oignons. Oui, en fait, la réponse, ça va être oui et non. Fait que je vais essayer de vous expliquer ça de façon simple. Les fabricants doivent indiquer les noms prescrits par le règlement pour tous les allergènes qui sont prioritaires. Quand on parle d'un allergène prioritaire, je vais vous les nommer. Puis en fait, je vais vous les nommer, mais qu'est-ce qui est important de retenir, c'est que pour causer une réaction d'allergie, ça prend la protéine. Donc, dans la définition d'allergène alimentaire, on parle de la notion de protéine ou fragment protéique qui doit être présent dans l'aliment pour causer la réaction d'allergie. Donc, les allergènes prioritaires, on a les arachides, les graines de sésame, le blé ou triticale, les œufs, le lait, le soya, les poissons, crustacés et mollusques, la graine de moutarde et les noix. On a 9 noix qui sont prioritaires. On a l'amande, la noix de Brésil, la noix de cajou, la noisette, la noix de macadamia, la pacane, la noix de pin ou le pignon, la pistache et la dernière, c'est la noix, communément appelée, on la connaît plus sous le nom de noix de Grenoble ou walnut en anglais. Okay. Est-ce que Un je autre peux allergène prioritaire, ce sont les sulfites qui sont un additif alimentaire qui peuvent être ajoutés dans un aliment. Okay. Marie-Sylvie, si je peux me permettre, juste une question qui Oui, revient souvent. Noix de coco, noix de muscade, ne sont pas dans cette catégorie-là? exactement. Ils ne sont pas dans la catégorie des noix. Ça ne veut pas dire que quelqu'un n'est pas allergique, mais ils ne font pas partie de la liste des allergènes prioritaires. D'accord. Donc, comme je vous ai dit, dans ma réponse, c'est oui et non. Parce que pour les allergènes prioritaires, ils doivent être déclarés selon le nom prescrit dans le règlement. Donc, c'est tel que je viens de vous les nommer, ils doivent être déclarés de cette façon sur une étiquette d'un aliment préemballé. Donc, s'il y a de l'œuf, ça doit être écrit œuf. Le mot œuf doit être écrit sur l'étiquette, puis il y a deux façons de le décrire, soit dans la mention contient ou dans la liste des ingrédients.
D'accord. Euh, Tu m'as mentionné tout à l'heure le maïs ou l'ail comme étant un ingrédient. C'est sûr qu'il y a des règles de base en étiquetage. Ça veut dire que tout ingrédient et constituant d'ingrédients doivent être déclarés sur l'étiquette d'un aliment préemballé. Ça veut dire que si je mets du maïs comme ingrédient et de l'ail comme ingrédient, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils soient déclarés. D'accord. Où est-ce que le bas blesse? C'est au niveau des exemptions ou des exceptions à la réglementation. Il y a certaines exemptions qui font en sorte que des mélanges, comme par exemple un mélange d'épices, l'industrie n'a pas à déclarer tous les ingrédients qui constituent un mélange d'épices. À OK. ce moment-là, il pourrait y avoir certains ingrédients qui ne seraient pas déclarés. Mais avec le règlement, ils sont obligés de déclarer les ingrédients allergènes des mélanges d'épices. Mais si, par exemple, dans un mélange quelconque qui est exempté de déclaration, on retrouve de l'ail, bien, Mm. l'ail pourrait ne pas être déclaré sur l'étiquette d'un produit. OK. Plusieurs sous-questions en lien avec ça. C'est-à-dire donc s'il y a un mélange d'épices, mais qu'il y a de la moutarde dans le mélange d'épices, là, à ce moment-là, ça doit être déclaré sur l'étiquette moutarde parce que c'est un allergène prioritaire. Prioritaire, exactement. Donc, Mais dans un mélange d'épices, même s'il y a une exemption, tous les allergènes prioritaires que j'ai nommés, doivent être s'ils sont mentionnés. présents dans le mélange d'épices, ils n'ont pas le choix, ils doivent être déclarés dans la liste des ingrédients. D'accord. Par Comme contre, la graine de moutarde ou la graine de sésame qui pourrait faire partie d'un mélange d'épices. Par contre, si le mélange d'épices contient du cumin, de l'origan, du poivre de Cayenne, eux ne sont pas obligés d'être déclarés. et à ce moment-là, la seule option pour le consommateur allergique, c'est de communiquer avec le fabricant pour connaître la composition du mélange d'épices. Exactement. Pour tout autre allergène qui n'est pas dans la liste des allergènes prioritaires, ben, c'est une bonne chose de communiquer avec le fabricant pour voir ce que contient le mélange d'épices. D'accord. Et quand vous parliez tout à l'heure d'ingrédients et de constituants, les constituants, ce serait par exemple, si dans le produit, il y a de la margarine, ben, les ingrédients de la margarine deviennent les constituants pour le produit général. Eux, à ce moment-là, n'ont à être mentionnés que si ils contiennent des allergènes prioritaires. J'ai bien compris? Exactement, ton exemple est bon. Donc, les constituants de la margarine n'ont pas à être déclarés dans une liste d'ingrédients parce qu'il y a une exemption. Par contre, si la margarine contient, exemple, du lait, ben, à Mhm. ce moment-là, le lait étant un ingrédient, un allergène prioritaire, le lait doit être déclaré sur l'étiquette du produit. Alors ça veut dire que toutes les listes de mots-clés qu'on voit encore circuler sur le web, par exemple pour dire que caséine, ça veut dire lait, que livétine, ça veut dire œuf, ces listes de mots-clés-là ne sont plus utiles en autant qu'on parle d'allergènes prioritaires. Bien, ces mots-clés-là sont encore utiles, sauf que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la réglementation, si une compagnie met de la caséine comme ingrédient dans un produit, elle doit mettre le mot lait à côté du mot caséine ou dans une mention contient. Donc, ces termes-là ou ces ingrédients-là ne sont plus acceptés tels quels dans une liste d'ingrédients. On doit mettre le nom prescrit de l'allergène à côté ou selon les règles d'étiquetage. Voilà. Marie-Sylvie, la question suivante s'adresse encore à vous. Les fabricants sont-ils tenus de signaler la présence d'allergènes prioritaires par une mention contient à la fin de la liste des ingrédients? Et je pose la question parce que souvent dans notre communauté, les gens disent, bon, mais s'il n'y a pas à la fin de la liste des ingrédients la mention contient avec les allergènes prioritaires, ça veut dire donc qu'il n'y a aucun allergène prioritaire dans le produit. Est-ce que c'est une bonne façon de procéder? En fait, non, il faut faire la part des choses. Parce que l'industrie a deux possibilités pour déclarer les allergènes prioritaires selon les noms prescrits par le règlement. Une des possibilités, c'est de déclarer l'allergène prioritaire directement dans la liste des ingrédients, mais l'autre option, c'est d'utiliser la mention contient. Il faut savoir que l'industrie, si elle utilise la mention contient, elle doit déclarer toutes les sources d'allergènes présents dans le produit, les sources de gluten et les sulfites s'ils sont présents dans l'aliment. Donc, elle a deux options, soit de déclarer les noms prescrits des allergènes directement dans la liste d'ingrédients ou d'utiliser la mention contient.
Donc, pour un produit pour lequel il n'y a pas de mention contient, il faut absolument aller lire la liste des ingrédients pour voir quel allergène est présent dans l'aliment. D'accord. Mais par contre, s'il y a une mention contient, on peut normalement se fier. Le conseil demeure toujours, lisez les listes d'ingrédients au complet, là, mais on peut à tout le moins dire que le fabricant n'a pas fait d'erreur s'il n'a pas inclus de mention contient dans la mesure où dans la liste d'ingrédients comme telle, la liste est complète. Oui, exactement. Mais comme tu l'as mentionné, il n'y a aucun fabricant qui est à l'abri d'erreurs, fait que ce n'est pas une mauvaise chose de lire la liste des ingrédients autant que la mention contient. Et on suggère même souvent de lire à la fois la version en français et la version en anglais quand il y a les deux, parce que parfois, il, y a une, il peut y avoir des différences. C'est pas fréquent, mais ça arrive entre les deux. Puis à ce moment-là, s'il y a confusion, ben, c'est de communiquer directement avec le fabricant et peut-être aussi de signaler le problème au MAPAC du même souffle, mais on va en parler plus loin s'il y a un problème avec les étiquettes. Oui, Euh, exactement, mais c'est un bon point là, de suggérer de lire les deux, dans les deux langues, en les deux anglais et en versions. français, pour s'assurer qu'effectivement, les listes sont similaires. Voilà. Sophie, je m'adresse maintenant à vous. Plusieurs produits alimentaires contiennent de l'huile de tournesol. Par exemple, les croustilles, le pain, les fruits séchés, etc. Mais pourtant, on trouve souvent simplement une mention huile végétale, alors que cette huile-là est une huile de tournesol. Alors, pourquoi est-ce que les fabricants ne sont pas tenus d'indiquer la source de l'huile? Est-ce que c'est juste pour l'huile de tournesol? Qu'est-ce qui arrive avec les autres huiles, comme l'huile d'arachide, l'huile de sésame, les huiles de noix, l'huile de poisson, l'huile de soya? Au niveau du tournesol, le tournesol n'est pas un allergène à déclaration obligatoire, il n'a donc pas été identifié par Santé Canada dans les allergènes prioritaires. Il peut donc être utilisé, là, on peut donc utiliser le terme huile végétale pour l'identifier. De plus, ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'au niveau des huiles, lorsque les huiles sont hautement raffinées, la protéine allergène est en petite, très faible quantité ou même inexistante. À ce moment-là, les huiles raffinées, on n'a pas besoin de déclarer la source de l'allergène parce que c'est vraiment la protéine allergène la protéine qui déclenche une allergie. Comme elle n'est plus présente dans l'huile, on n'a pas besoin de déclarer le type d'huile. La source. Il y a seulement au niveau de l'huile d'arachide que là, même si elle est hautement raffinée, on n'a pas le choix de déclarer la présence d'huile d'arachide car il y a un règlement qui l'indique qu'il faut vraiment que ça soit déclaré. Donc, dans le cas de l'huile de tournesol, on peut avoir sur l'étiquette simplement huile végétale et pour connaître la source, il faudra communiquer avec le fabricant. Dans le cas de l'huile d'arachide, à ce moment-là, la source, donc arachide, doit être indiquée. Mais qu'est-ce qui arrive avec l'huile de sésame, les huiles de noix, de poisson, de soya? Si le fabricant n'est pas en mesure de garantir que la protéine allergène n'est plus contenue dans le produit, il faut déclarer la source de l'huile. Mais si le producteur de l'huile est capable de démontrer que la protéine qui cause l'allergie n'est plus présente dans l'huile, l'huile végétale, le terme huile végétale peut être utilisé dans la liste d'ingrédients. Ma compréhension, c'est que quand on parle d'huile de noix, d'huile de sésame, entre autres, c'est que ces huiles-là sont rarement vraiment très raffinées, hein? Fait qu'en pratique, normalement, les fabricants devraient indiquer la source. C'est au au transformateur de s'informer du type d'huile qu'il utilise, puis en cas de doute, qui marque s'il n'est pas capable de recevoir une preuve qui confirme que la protéine allergique qui cause les allergies est absente de l'huile, il n'y a pas le choix de déclarer la source de l'huile. Okay. Si c'est un allergène à déclaration prioritaire. Une question pratico-pratique là, qui vient d'une consommatrice qui a un souci d'allergie alimentaire dans sa famille. Pourquoi est-ce que les fabricants n'indiquent pas d'emblée la source des huiles? Ce serait plus simple, non?
Le règlement, la réglementation est inscrit de cette façon-là. Donc, c'est comme ça qu'on doit, qu'on doit l'appliquer. Il n'y a rien qui empêche le transformateur de déclarer la source de l'allergène, de la source de l'huile, mais c'est pas dicté, c'est pas ça qui est dicté au niveau du règlement. En tout cas, on peut moins dire message à l'intention des fabricants. Plus vos étiquettes sont précises et moins vous allez avoir de consommateurs qui vont vous écrire ou vous appeler. Alors, c'est peut-être un bon calcul. Effectivement. Marie-Sylvie, quand un produit porte une mention sans noix, est-ce que ça veut dire que c'est aussi sans arachide et vice-versa? Oh que non. Il faut savoir qu'une arachide, ce n'est pas une noix, puis une noix, ce n'est pas une arachide. C'est deux aliments d'une famille complètement différente. Quand on parle d'une arachide, c'est une légumineuse, ça pousse dans le poids, dans le sol, excusez. C'est une légumineuse au même titre que le soya, les lentilles, les haricots. Donc, les arachides, c'est similaire à ces aliments-là. C'est un aliment qui pousse dans le sol, c'est une légumineuse. Alors qu'une noix, ça pousse dans les arbres. Donc, il ne faut pas confondre les deux termes. C'est deux choses complètement différentes. Donc, une arachide n'est pas une noix et vice-versa. Donc, si vous avez un produit qui est indiqué sans noix sur l'étiquette, vous ne devez pas penser que ça inclut l'arachide. Puis un produit qui est indiqué sans arachide, ça n'inclut pas qu'il est sans noix. Fait que c'est complètement différent. Ça semble être une erreur élémentaire, mais c'est une erreur qui est souvent faite, malheureusement. D'ailleurs, quand j'ai présenté tantôt la liste des allergènes prioritaires, vous avez sûrement remarqué que j'ai nommé les arachides et les noix de façon bien distincte. Absolument. C'est absolument. Maintenant, parlons d'alcool. Les boissons alcoolisées comme le vin, la bière, est-ce que, Marie-Sylvie, les ingrédients doivent être indiqués sur les étiquettes de ces produits-là? Donc, vin, bière. Oui, en fait, les allergènes prioritaires, je peux même ajouter les sources de gluten, parce qu'il y a plusieurs sources de gluten qui sont utilisées dans la fabrication de la bière. Bien sûr. Et les sulfites ajoutés dans ces produits-là doivent être déclarés. En fait, il y a une distinction à faire entre le vin et la bière parce que la réglementation pour déclarer les sources d'allergènes, de gluten et de sulfite dans le vin est en vigueur depuis 2012. Donc, c'est en vigueur pour tous les vins qui ont été, pour les vins, pour les vins millésimés de 2011 et avant, eux autres sont exclus, mais pour tous les vins et les vins millésimés de 2012 et après, les allergènes doivent être déclarés sur l'étiquette. Par rapport à la bière, c'est quand même, la réglementation est nouvelle. La réglementation est rentrée en vigueur en avril 2019. Donc, ça fait presque un an que la réglementation pour la déclaration des allergènes dans la bière. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie a jusqu'en décembre 2022, il y a toujours une période de transition qui est permise pour l'industrie pour mettre en application un nouveau règlement. Donc, la période de transition permet aux fabricants de bière de déclarer les allergènes sur les produits d'ici le mois de décembre 2022. Donc, pour la bière en ce moment qui est en vente dans les magasins, il faut faire attention parce que ce n'est pas parce que les allergènes ne sont pas déclarés qu'ils ne sont pas présents nécessairement dans le produit. Il faut faire attention jusqu'en décembre 2022. Il faut surveiller ça de façon attentive. Alors, si je comprends bien, les fabricants de ces produits-là, vin et bière, ne sont pas tenus d'indiquer tous les ingrédients, mais seulement les allergènes prioritaires. Exactement. Sur une bouteille de vin, si tu as déjà remarqué, il n'y a pas de liste d'ingrédients comme telle. Donc, il y a comme une exemption de déclaration de liste d'ingrédients. C'est la même chose pour les bières qui sont normalisées. Je ne veux pas rentrer trop dans les thèmes techniques, mais une bière qui est normalisée n'a pas de liste d'ingrédients. Mais malgré l'absence de la liste des ingrédients sur une bouteille de vin, s'il y a présence d'un allergène alimentaire ou d'une source de gluten puis de sulfite, ça va être indiqué en quelque part sur l'étiquette. Parce que maintenant, ils sont obligés de déclarer les sources d'allergènes. D'accord. Les allergènes prioritaires présents dans l'aliment, dans le produit.
c'est clair. Marie-Sylvie, est-ce qu'on peut se fier aux produits importés qui ont conservé leur étiquette d'origine? En fait, la question n'est pas très claire, mais qu'est-ce que je peux dire? C'est que tous les produits importés doivent être conformes autant que les produits canadiens. Donc, les importateurs et les fabricants canadiens ont les mêmes responsabilités de mettre en marché un produit qui est sécuritaire pour le consommateur. Donc, c'est difficile de répondre à la question parce que, bon, j'ai pas d'exemple d'étiquette devant moi. Est-ce que cette étiquette-là, elle a une liste d'ingrédients? Est-ce que la liste d'ingrédients est complète et tout? Donc, c'est difficile de répondre. Mais ce que je peux vous dire ou un conseil que je peux vous donner, c'est que si l'information concernant l'étiquetage du produit ne vous semble pas adéquate, complète, bien, achetez pas ce produit-là. L'autre option, vous avez toujours la possibilité de contacter l'importateur pour poser des questions additionnelles puis voir à clarifier les informations concernant la liste d'ingrédients. C'est toujours une possibilité. Je sais que c'est pas toujours facile de les rejoindre, mais c'est quand même une de vos options si vous voulez acheter ce type de produit-là. L'autre possibilité, c'est que si vous avez des doutes sur un produit ou que l'étiquetage vous semble non conforme, vous avez aussi la possibilité de contacter le MAPAC pour faire une plainte sur le produit. À ce moment-là, le MAPAC va prendre les informations. Ils vont transférer toutes les informations nécessaires à l'agence pour qu'on puisse faire le suivi au niveau de l'importateur puis qu'on s'assure qu'effectivement, que le produit soit conforme. Puis si le produit n'est pas conforme, à ce moment-là, nous, on peut prendre des mesures sur les produits qui sont en distribution. Et ce qu'il faut retenir finalement, c'est que les fabricants à l'étranger, les importateurs sont soumis pour des produits qui sont vendus au Canada absolument aux mêmes règles d'étiquetage que nos producteurs locaux. Oui, exactement. C'est leur responsabilité de s'informer au niveau de la réglementation qui est applicable au Canada parce que les produits doivent rencontrer notre réglementation du Canada. Parfait. La prochaine question, Sophie, s'adresse à vous. On parle de mentions, les fameuses mentions peut contenir, qui, on va se le dire, suscitent énormément de frustration. Alors, Sophie, on entend souvent dire que les fabricants mettent ces mises en garde-là, le genre peut contenir des arachides, peut contenir du lait, peut contenir des œufs, simplement pour se protéger. Puis de fait, il semble parfois y avoir un peu d'exagération. Une chocolaterie, par exemple, qui indique sur ses produits peut contenir tous les allergènes. Alors, mettons qu'on ratisse large à ce moment-là. Est-ce que vraiment les fabricants peuvent écrire n'importe quoi dans les mentions peut contenir? Et est-ce qu'il faut prendre ces mentions-là, ces mises en garde-là au sérieux? Bien, oui, il faut prendre ces mises en garde-là au sérieux. Il y a vraiment des articles de loi qui dictent comment utiliser le terme peut contenir et contient. On ne peut pas marquer n'importe quoi, genre peut contenir tous les allergènes, là. Les fabricants peuvent déclarer des mises en garde sur les contaminations croisées lorsqu'il y a présence non délibérée de l'allergène dans l'aliment, bien qu'ils aient pris toutes les mesures raisonnables pour l'éviter. Fait que la mise en garde, elle ne remplace pas les bonnes pratiques de fabrication. Fait que c'est lorsque le produit, on marque la mention peut contenir, lorsque l'allergène ne se retrouve pas dans le produit de façon intentionnelle, mais bien c'est par contamination croisée, lorsqu'on a tout fait ce qu'on pouvait pour éviter que l'allergène se retrouve dans le produit, mais il y a un risque qui peut se retrouver. Parce que, par exemple, sur la chaîne de production, il y a l'allergène et que malgré le nettoyage, il y a des protéines qui demeurent. C'est un peu ça. Tandis que le terme contient, ça vient préciser que l'allergène a été mis dans le produit de façon délibérée. Mais on peut pas, il y a vraiment des articles de loi qui définissent l'utilisation de ces termes-là. Alors, une mention peut contenir tous les allergènes, c'est problématique? Bien, ça peut être problématique. Là, j'ai de la misère à analyser spécifiquement cette situation-là, mais il y a vraiment des critères pour pouvoir utiliser le terme contient et le terme peut contenir.
En tout cas, j'ai de la misère à imaginer qu'il y ait du poisson ou de la moutarde dans une chocolaterie, mais sait-on jamais. À ce moment-là, donc, s'il n'y a pas de mise en garde, Sophie, sur l'étiquette, est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas de risque de contamination? Ben, comme on a précisé, la mention peut contenir, c'est réglementé. C'est la responsabilité du transformateur d'analyser, de faire toute son évaluation dans son usine pour s'assurer que son produit est sécuritaire. C'est vraiment les transformateurs qui sont responsables de la salubrité de leurs produits, y compris de la gestion des risques reliés aux allergènes. S'il y a une absence de mention de mise en garde sur l'étiquette des produits, on peut conclure que le transformateur a écarté le risque de contamination croisée relié aux allergènes prioritaires. Le transformateur est supposé d'avoir fait ses devoirs. Fait que si la mention n'est pas là, ben, le risque de contamination croisée n'est pas là non plus. Si vous trouvez Oui. Si vous trouvez un produit fautif, ben, nous vous invitons à faire une plainte directement au MAPAC pour qu'une vérification plus approfondie soit faite. Parce qu'en même temps, et là, c'est de l'expérience terrain de ma part des 20 dernières années, il arrive quand même assez fréquemment qu'il n'y ait pas de mention peut contenir, qu'on communique avec le fabricant, qui nous dise oui, effectivement, il y a un risque de contamination avec la moutarde, avec les produits laitiers. Vous seriez mieux de vous abstenir de consommer ce produit-là. Et ça, c'est fréquent et même des membres de la communauté reçoivent des réponses écrites des fabricants qui vont dans ce sens-là. Donc, il y a la théorie, mais en même temps, sur le terrain, il y a une autre réalité, non? Je ne voudrais surtout pas que les gens se disent, OK, il n'y a pas de mention peut contenir, après avoir écouté notre rencontre et se disent, ben donc, nécessairement, ce produit-là est sécuritaire pour moi. Je ne peux pas vous parler de ces situations-là. Moi, je suis juste en mesure de vous parler de comment on doit appliquer la loi. Et puis, à ce moment-là, tout ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a des exploitants qui vous répondent des choses qui sont contradictoires avec ce qui est indiqué sur l'étiquette, ben, c'est important de faire une plainte pour qu'on puisse s'assurer que l'étiquetage des produits soit conforme à la réalité de ce qui se passe dans l'entreprise. Et pour Fait ce que qui est ça, des c'est plaintes, super important là, parce que ce n'est pas toutes les personnes allergiques qui vont aller poser ces questions-là. Donc il faut quand même, il y a une responsabilité de l'exploitant d'aller évaluer son niveau de risque au d'accord. niveau des allergènes. Et au niveau des liens pour faire les plaintes, on va les mettre en commentaire sous la vidéo. Donc, Marie-Sylvie, Sophie a mentionné que les mentions peut contenir sont réglementées au Canada, mais en même temps, elles sont volontaires. Oui, en fait, pour les mises en garde volontaires, là, ça dépend comment on va interpréter ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de règlement spécifique qui va parler des mises en garde du genre peut contenir au niveau de la réglementation. Par contre, on a des règlements qui sont plus larges, qui peuvent être utilisés dans le cas où des risques de contamination croisée existent pour des produits. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, là, mais l'article 5.1 de la loi des aliments et drogues, quand on parle de contamination croisée qui a lieu dans un produit, on peut l'utiliser s'il n'y a pas de mise en garde qui apparaît sur l'étiquette du produit. Comme par exemple, je ne sais pas, nous, on a des programmes de surveillance. Si on fait des analyses, puis on trouve un ingrédient allergène dans un produit à des teneurs de 1 partie par million, ce qui est très faible, à ce moment-là, on pourrait, puis que le produit n'a pas de mention peut contenir, à ce moment-là, on peut utiliser l'article 5.1 pour dire que le produit n'est pas sécuritaire et que la mise en garde devrait apparaître sur le produit. Donc, on a quand même un certain pouvoir législatif. On n'a pas une réglementation précise et spécifique qui va parler de mise en garde, mais on a de la réglementation pour pouvoir prendre des mesures contre les produits qui ne sont pas sécuritaires sur le marché. Alors, autrement dit, et ça arrive sans arrêt, quand les échos qui nous viennent de fabricants sont à l'effet qu'il y a un risque de contamination et que pourtant, ce n'est pas indiqué sur l'étiquette du produit, il y a un problème.
Et à ce moment-là, il faut vraiment signaler le cas pour que ça soit corrigé. Oui, moi, effectivement, je suis d'accord avec ce que Sophie a dit. Si vous faites des appels au niveau des fabricants et que les fabricants vous disent qu'il y a un risque, mais qu'ils n'ont pas mis la mention peut contenir, je pense qu'un suivi de notre part ou de la part du MAPAC, selon nos responsabilités, il est nécessaire pour qu'on aille valider et confirmer si effectivement il y a un risque qui existe à cet établissement-là. Et quand on parle de mention peut contenir, on parle quand même juste d'allergènes prioritaires. Si, selon le fabricant, il y a un risque de contamination avec l'ail, par exemple, le fait qu'il n'indique pas peut contenir de l'ail, ça, ce ne serait pas problématique. Oui, effectivement, tu as raison. C'est vraiment par rapport aux allergènes prioritaires où est-ce que nous, on va faire on va prendre des mesures appropriées. Si je reviens tantôt à ta mention peut contenir tous les allergènes, ben, on n'a pas tous les contextes, mais peut-être que cette mention-là peut être acceptable dans le cas où l'établissement, je n'ai pas toutes les informations, mais supposons qu'on a un établissement là, qui manipule tous les allergènes prioritaires. La liste est quand même longue. Puis Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que la liste des allergènes est longue, mais l'étiquette n'est pas grosse, n'est pas grande. Ouais. Fait que souvent, la raison pour laquelle il faut qu'ils mettent la liste des ingrédients au complet. Ensuite de ça, s'ils mettent le peu contenir, puis ils sont capables d'avoir des bonnes pratiques puis de bien gérer, mais si en bout de ligne, ils ne sont pas capables de garantir hors de tout doute que la contamination croisée n'est pas possible, puis qu'ils mettent un peu contenir, bien, s'il y a 12 allergènes, ils n'ont peut-être pas de place pour mettre les 12 allergènes sur l'étiquette. Fait qu'à ce moment-là, bien, ils mettent peu contenir tous les allergènes. Puis là, ça, c'est une décision d'affaires dans le sens que cette compagnie-là, elle est prête à perdre la clientèle allergique parce que c'est certain qu'avec une mention peut contenir tous les allergènes, quelqu'un qui a moindrement une allergie n'achètera pas leurs produits. Voilà. Donc, c'est une décision d'affaires. C'est un peu malheureux pour les personnes qui souffrent d'allergie parce que ça les limite dans leur choix alimentaire, mais ils sont mieux de ne pas acheter ce genre de produit-là. Fait que c'est ça qu'on peut dire. Clairement. Alors, Marie-Sylvie, la mention sur une étiquette que le produit a été fabriqué dans une usine sans noix ni arachides, est-ce que ça, c'est l'équivalent d'une mention certifiée sans noix et sans arachides? C'est une bonne question. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, là, c'est que le but pour ces deux types de mentions, c'est le même. Le but, c'est d'indiquer qu'il y a une absence de noix et d'arachides dans le produit. Donc, dans les deux cas, cette allégation-là d'absence d'arachides et de noix doit être véridique et non trompeuse. Voilà. Donc, un fabricant qui va apposer une mention négative, qu'elle soit certifiée ou pas, elle doit s'assurer qu'il n'y a aucune quantité intentionnelle ou par inadvertance qui est présente dans le produit. Donc, que ce soit la CIA ou le MAPAC, on pourrait demander aux fabricants de démontrer c'est quoi leur système de production puis les mesures de contrôle en place qui va prouver que l'allégation ne va pas induire le consommateur en erreur. D'accord. Puis que ce soit certifié ou non, c'est à l'entreprise, dans le fond, que ça revient la responsabilité de le démontrer puis que le produit est conforme et sécuritaire, le produit qui est en vente sur le marché. Donc, ça encore là, c'est une décision d'affaires. Si l'entreprise décide de faire une certification pour son allégation 100 ou si elle décide de mettre en place les mesures à l'interne, puis de mettre son allégation sans noix, sans arachide, tout simplement sur l'étiquette. Est-ce qu'il y a des processus externes de certification actuellement au Québec ou pour certains produits ou c'est simplement quand on voit certifié sans noix, sans arachide, c'est simplement à l'interne les mesures qui ont été prises pour qu'il n'y ait pas de risque de contamination? En fait, je te dirais qu'actuellement, je ne suis pas trop à l'affût des organismes de certification. Je sais que dans le passé, il y en a déjà eu, mais présentement, là, je me suis pas tenue au courant des derniers développements par rapport aux certifications. C'est bon. Mais de toute Puis, façon, en fait, si les produits en vente au Québec viennent d'un autre centre opérationnel, mais je ne connais pas non plus là, comment ça se passe dans les établissements qui sont à l'extérieur du Québec. Là. Je ne suis pas à l'affût de cette information-là. ce qu'on retient finalement, c'est que cette mention-là, sans, ce n'est pas une mention que le fabricant peut prendre à la légère. Il est tenu de faire que son allégation soit fondée. Exactement. Il faut qu'ils prennent toutes les mesures pour garantir
que l'aliment est vraiment sans noix ou sans arachide ou sans allergène, là, selon ce qu'il veut indiquer sur son étiquette. OK. Puis, il faut que ce soit vrai et non trompeur. Donc, les principes là, de base au niveau de la réglementation sont toujours les mêmes. On réfère toujours aux mêmes articles de loi. Marie-Sylvie, la question suivante est aussi pour vous. Lorsqu'il y a une mention peut contenir un allergène prioritaire sur l'étiquette d'un produit, est-ce qu'à ce moment-là, on peut tenir pour acquis que l'analyse par le fabricant a été faite pour tous les allergènes prioritaires? Si, par exemple, c'est écrit peut contenir des œufs, mais qu'il n'y a pas de mention de lait, est-ce qu'on peut tenir pour acquis que le produit est sécuritaire pour les personnes allergiques au lait? Oui, en principe, là, lorsqu'un établissement met une mention peut contenir pour un allergène en particulier, c'est que le risque de contamination croisée existe pour cet allergène qui est visé sur la mention peut contenir. Mhm. Donc, s'il y a une mention peut contenir des œufs et que moi, je suis allergique au lait, et évidemment que je me suis assurée de vérifier que dans la liste des ingrédients, il n'y a pas la présence du Bien sûr. lait, bien, à ce moment-là, je pourrais penser que le produit est sécuritaire pour moi. Déjà, à la base, si l'entreprise a pris la peine d'inscrire un peut contenir sur son produit, on ose espérer que cette entreprise-là a fait l'analyse là, de ses procédés, puis a mis en place des bonnes pratiques de fabrication pour s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas de risque de contamination croisée pour d'autres types d'allergènes. Donc, je pense que oui, quand on voit une mise en garde pour un allergène en particulier, si l'allergène pour lequel on a des réactions n'est pas mentionné dans le peut contenir et n'est pas présent dans la liste des ingrédients, on peut supposer que le produit y est sécuritaire. Et si on fait la démarche et on communique avec le fabricant et qu'on nous apprend que non, en fait, il y a aussi un autre allergène prioritaire où il peut y avoir des risques de contamination, à ce moment-là, on rapporte le cas au MAPAC pour que l'étiquette soit corrigée. Effectivement, dans toute situation qui vous semble non conforme ou problématique, où vous avez des doutes, on vous encourage fortement à communiquer avec le MAPAC pour rapporter la situation. Puis à ce moment-là, soit l'agence ou le MAPAC, on va faire les suivis nécessaires au niveau de nos responsabilités, au niveau des établissements sur le territoire du Québec. Excellent. Sirop d'érable maintenant. Encore une fois, beaucoup de questions sur le sirop d'érable. On sait que les agents anti-mousse utilisés pour produire le sirop d'érable peuvent contenir des allergènes alimentaires, comme des produits laitiers, du soya ou même des arachides, sous forme d'huile apparemment. Est-ce que ça devrait être mentionné sur des boîtes de sirop d'érable? Bon, il faut comprendre que, là, plusieurs années, quand la nouvelle réglementation pour les allergènes a sorti, il y a eu beaucoup de rencontres au niveau des associations des acériculteurs pour les sensibiliser à l'utilisation d'agents anti-mousse qui ne contenaient pas d'allergènes prioritaires. Les anti-mousses, dans le fond, les anti-moussants sont considérés comme un aide au procédé. Mhm. Puis un aide au procédé n'a pas à être déclaré sur l'étiquette d'un produit. OK. OK? Parce que ce n'est pas un ingrédient qui a été ajouté. Donc, que ce soit un aide au procédé pour un sirop d'érable ou un autre aliment, un aide au procédé n'est pas déclaré sur l'étiquette d'un produit. À ce moment-là, on avait sensibilisé les acériculteurs à utiliser des anti-moussants qui ne sont pas considérés dans la liste des allergènes prioritaires. Tu mentionnes l'arachide, là, je ne suis pas au courant des détails de qu'est-ce qui est utilisé, mais si l'industrie de l'érable utilise un anti-moussant d'huile d'arachide, possiblement que son huile d'arachide a été hautement raffinée. Il faut toujours garder en tête la notion de protéines. Si l'huile d'arachide ne contient pas de protéines ou de fragments protéiques, à ce moment-là, même si elle est utilisée comme anti-moussant pour le sirop d'érable, le risque de réaction d'allergie est à peu près absent puisque la protéine n'est pas présente dans l'huile d'arachide. Mais si on Puis, utilise du beurre, de la margarine qui contient des produits laitiers, on peut penser que des protéines risquent de se retrouver dans le sirop. oui, effectivement, si le beurre est utilisé, on sait que le beurre contient des protéines de lait.
Mais comme je l'ai mentionné, il y a eu des rencontres au niveau des associations pour recommander fortement aux acériculteurs d'utiliser des antimoussants qui étaient absents de protéines allergènes selon la liste des allergènes prioritaires. Mais si, je présume que la majorité d'entre eux respectent cette demande-là, mais pour ceux qui ne le respecteraient pas, eux, malgré tout, ne sont pas tenus d'indiquer un peu contenir. Je comprends bien? Ben, c'est ça, effectivement, tu as tout à fait raison, étant donné que les anti-moussants ne sont pas tenus d'être déclarés. Il n'y aurait pas de mention contient ni de mention peut contenir. Fait qu'encore une fois, là, ce que je recommande, c'est que si vous avez des doutes, c'est de contacter l'érablière ou le fabricant du sirop d'érable directement. Et si vous avez des préoccupations, de nous en faire part pour qu'on puisse faire une enquête là, en salubrité des aliments. Oui. C'est sûr que moi, il y a quelques années, ma productrice de sirop d'érable, suite au diagnostic d'allergie alimentaire de mon fils, je lui ai posé des questions, quel agent elle utilisait. Et finalement, elle utilisait du beurre. Donc, c'est très, très problématique. Alors, je pense que je pense que je m'exprime au nom de beaucoup de personnes allergiques pour souhaiter, bien sûr, qu'on évite ces allergènes-là le plus possible dans le sirop d'érable et que sinon, on en vienne à avoir une obligation d'indiquer sous forme de peut contenir la présence des allergènes en question. Bien, c'est certain, Marie-Josée, que si un dossier nous est transféré parce que vous avez un doute, puis qu'on arrive à la conclusion que le produit peut être à risque, ou on démontre effectivement la présence en trace d'un allergène, à ce moment-là, il pourrait y avoir un rappel du produit. Comme tout produit qui n'est pas considéré sécuritaire. Et si l'entreprise veut le vendre, il faudrait qu'elle trouve un moyen d'ajouter un peu contenir là, sur l'emballage, sur OK. l'étiquette. On aborde maintenant les questions, toutes les questions relatives au restaurant. Alors, je me tourne vers vous, Sophie, puisque c'est le MAPAC qui supervise finalement cet aspect des choses. Au Québec, est-ce que les restaurateurs sont soumis à une législation ou une réglementation spécifique sur les allergies alimentaires? Alors, est-ce qu'ils doivent mettre en place des mesures pour réduire les risques de contamination? Est-ce qu'ils sont tenus de mettre à la disposition de leurs clients un tableau des allergènes pour chacun de leurs plats? Est-ce que leur personnel doit suivre une formation? Quelles règles s'appliquent à eux? C'est dommage, là, c'est les règles de base qui s'appliquent au niveau c'est les exigences, là, les exigences de salubrité des aliments là, qui s'appliquent, qu'on peut appeler aussi les bonnes pratiques industrielles là, ou les bonnes pratiques de fabrication. Aucune exigence particulière au niveau des allergies, sur la gestion des allergènes, est obligatoire. Ils ne sont donc pas tenus de mettre à la disposition des clients un tableau des allergènes présents dans chaque plat. Puis, c'est malheureux, mais il n'y a pas de formation obligatoire sur la gestion des allergènes en restaurant. Par contre, si un restaurateur décide d'utiliser des allégations, exemple, sans gluten, soit sur son menu ou soit, mettons, dans les panneaux publicités là, à l'entrée de son restaurant, à ce moment-là, il est tenu de s'assurer que la mention qui est indiquée, c'est la vérité. Fait qu'il doit mettre tout en place, mettons, comme si c'est du gluten, il doit mettre absence de gluten. Bien, il doit mettre tout en place les actions pour éviter qu'il y ait du gluten dans les produits qui sont offerts aux consommateurs. Mais en cas contraire, là, si c'est un restaurant qui n'utilise pas de mention, il n'est pas tenu là, de gérer ses allergènes de façon rigoureuse. Est-ce que le MAPAC, là, je ne veux pas vous mettre sur la sellette, là, mais je pense que beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que le MAPAC envisage éventuellement d'imposer des règles aux restaurateurs en lien avec les allergies alimentaires?
ne peux pas vous dire à ce niveau-là. Je n'ai pas eu d'informations ni qui vont d'un côté ni qui vont de l'autre. Fait que je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là. Donc, finalement, à l'heure actuelle, il y a des restaurants qui, effectivement, fournissent des tableaux des allergènes. Il y a des restaurants où il y a toute une procédure qui a été mise en place aussi là, pour réduire les risques de contamination. Puis il y a des restaurants où on a fait suivre une formation par le personnel, mais ça reste encore des initiatives, je dirais peut-être pas isolées, mais ça dépend de chaque restaurateur. Et donc, il faut bien choisir notre restaurant quand on a des allergies alimentaires. Effectivement. Est-ce que, Sophie, on doit s'inquiéter d'une tendance qui n'est peut-être pas nouvelle, mais dont on a parlé dans l'actualité récemment, les cuisines fantômes? Donc, les cuisines fantômes, c'est-à-dire ce sont des restaurants de marques distinctes qui vont partager la même cuisine, un espace de cuisine commun pour préparer leurs plats, donc qui sont vendus ensuite dans différents points de service. Donc, Saint-Hubert, entre autres, envisage de faire ça pour vendre dans des villes où il n'y aurait pas de restaurant Saint-Hubert en utilisant une cuisine commune. Quand on a des allergies alimentaires, qu'on se fie sur une marque donnée, comment, si la marque commence à utiliser ces façons de faire-là, comment il risque d'y avoir un problème de contamination, non? C'est quand même aux gestionnaires là, qui sont dans les chaînes de restaurants là, de s'assurer qu'ils maintiennent leurs standards internes au même niveau. Mais au niveau de la réglementation, les chaînes de restaurants qui utilisent des cuisines fantômes sont soumis aux mêmes responsabilités que l'utilisation d'une cuisine standard traditionnelle. Ils ont l'obligation de demander un permis, de respecter les exigences en vigueur sur la salubrité des aliments et donc ils sont inspectés par le MAPAC. Par la suite, les exigences internes, comme vous mentionnez Saint-Hubert, c'est à eux de s'établir des standards pour maintenir des exigences qui sont supérieures à celles dictées par le règlement. OK. Évidemment, pour le consommateur allergique, on ne saura jamais où le plat a été produit, donc c'est comme pas évident à gérer, là. Effectivement. Ouais. C'est vraiment dommage, là, mais au niveau des outils législatifs, on n'est pas rendu là encore. OK. Est-ce que, à votre connaissance, est-ce que ça existe vraiment au Québec à l'heure actuelle, ces cuisines fantômes-là? Des cuisines fantômes, ça existe déjà, effectivement. Puis je pense que de plus en plus, c'est quelque chose qui devrait aller en expansion, là, vu surtout dans des régions comme Montréal qui ont de la misère à avoir des locaux ou lorsque certains transformateurs ont des nouveaux projets puis ils ne veulent pas investir dans des bâtiments, ils peuvent louer des locaux temporairement ou pour le temps de partir leur nouveau projet. Fait que c'est quand même des choses qui existent depuis longtemps, mais qui vont sûrement se poursuivre. Mais encore là, les exploitants doivent demander un permis et ils se font inspecter par le MAPAC et ils doivent respecter les exigences au niveau de la salubrité des aliments. D'accord. Mais on sait déjà qu'il n'y a pas vraiment d'exigences liées strictement aux allergies alimentaires, donc à cet égard-là, ça n'ajoute pas d'exigences pour eux. Alors, probablement que cette tendance-là, c'est une bonne nouvelle pour alléger les coûts, mais pour les personnes allergiques, c'est quelque chose de plus à surveiller. Effectivement. Malheureusement. Alors, en terminant, j'aimerais aborder avec vous, Sophie, la question des rappels d'aliments. Si on soupçonne, on en a parlé à plusieurs reprises lors de notre rencontre, si on soupçonne qu'un produit contient un allergène non déclaré, de quelle façon est-ce qu'on procède pour le signaler? Dans le fond, c'est tous les plaintes qui touchent les aliments doivent être déposées au MAPAC. Et puis, on a un courriel, pas un courriel, mais on a un formulaire à remplir directement sur le site du MAPAC. Vous allez fournir le lien là, à vos auditeurs.
Fait que c'est ça. Fait que toutes les plaintes doivent être déposées sur notre site et puis nous, on intervient là, dans des délais, dans des courts délais. De fait, ça a été testé, ce système-là, ce processus-là, par plusieurs membres de la communauté et ça fonctionne vraiment bien. Dans tous les cas, là, l'intervention est rapide et ça a mené souvent à un rappel des aliments. Donc, il ne faut pas hésiter en se disant, «Ah, mon Dieu, c'est un coup d'épée dans l'eau». Non, non, ça marche. Il faut le dire Ça quand ça marche. fonctionne bien. Puis c'est aussi, c'est que c'est fait de façon confidentielle. Fait que nous, le MAPAC, on garde toutes les informations de façon confidentielle, mais la plainte aussi est traitée de façon confidentielle, c'est-à-dire que le plaignant ne recevra pas de suivi, de dire, ben là, l'entreprise XYZ a été inspectée ou ça aussi, c'est traité de façon confidentielle. D'accord. Donc, son nom ne sera pas révélé à l'entreprise, au fabricant. Non, ça, c'est sûr. Puis l'entreprise, les interventions qui sont faites chez l'entreprise, on ne ramène pas les informations aux plaignants non plus. D'accord. Fait que la confidentialité est vraiment des deux côtés. Puis à ce moment-là, donc, la porte d'entrée, c'est le MAPAC, mais Oui, ce que je comprends, c'est que vous allez traiter une partie des plaintes, mais il y a une partie des plaintes qui sont transférées à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. effectivement, parce qu'on a chacun notre champ d'expertise, notre champ, pas d'expertise, mais on a quand même chacun notre secteur d'intervention. Et puis, mais c'est le MAPAC qui traite toutes les plaintes et puis qui redistribue en fonction là, du type du type d'exploitant impliqué Donc, dans la plainte. donc, pas de confusion, une seule porte d'entrée, c'est le MAPAC. Oui. Excellent. Et Sophie, comment à ce moment-là peut-on recevoir l'information quand effectivement il y a rappel d'aliments en lien avec les allergènes? Il y a deux façons. Au niveau des abonnements, vous pouvez vous abonner directement sur les abonnements au rappel qui sont envoyés par courriel. Le MAPAC offre un service d'abonnement. Donc, vous remplissez le formulaire qui est sur notre site Internet et vous recevez, vous recevez un avis qui vous informe qu'il y a un rappel qui est diffusé là, sur le site du MAPAC. La CIA offre aussi ce principe d'abonnement-là. Puis, vous allez pouvoir, on vous a fourni les adresses là, pour pouvoir s'inscrire, mais sur le site de la CIA, il y a le même principe, un formulaire pour s'abonner au rappel pour qu'il soit diffusé, qu'on les reçoive directement dans notre boîte courriel. Excellent. Des choses à ajouter là-dessus, Marie-Sylvie? Non, ça complète bien. Dans le fond, nous autres, il y a deux possibilités. Je vais vous donner aussi le lien pour voir tous les rappels. Rappels classe 1, 2 et 3 qui sont disponibles sur notre site web. Puis, comme Sophie l'a mentionné, il y a un lien aussi pour s'abonner au rappel. Puis, si par exemple, moi, je suis allergique au lait, je peux cocher seulement les rappels qui ont un rapport avec le lait non déclaré. Fait qu'à ce moment-là, ça va limiter le nombre de courriels que vous allez recevoir en spécifiant de façon les allergènes là, qui vous préoccupent et pour lesquels vous voulez savoir s'il y a eu un rappel. Effectivement, bonne idée. Écoutez, ça fait le tour des questions qui ont été soumises par la communauté. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Derniers conseils, commentaires, informations, Sophie? Dans le fond, moi, si vous avez des questionnements aussi au niveau de l'étiquetage, mais que ce n'est pas une plainte, on a une boîte courriel pour recevoir ces questionnements-là ou ces demandes ou ces interrogations-là. On l'appelle notre boîte d'étiquetage, demande d'étiquetage. Et puis, c'est ça, là, je vous ai fourni l'adresse courriel aussi pour pouvoir communiquer avec nous. Fait qu'à ce moment-là, on prend connaissance de vos questionnements et puis on vous donne l'information pertinente. Excellent. Marie-Sylvie? Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Comme de raison, la porte d'entrée pour le consommateur, c'est le MAPAC. Donc, je ne peux pas vous inviter à communiquer avec nous parce que ce n'est pas notre responsabilité au Québec d'être en contact avec les consommateurs. Mais prenez note là, que ce soit un produit fabriqué dans une autre province, que ce soit les produits importés ou les produits qui sont sous notre responsabilité au Québec.
N'hésitez pas à nous faire part de vos préoccupations et si vous avez une problématique, ben transférez-nous ça pour qu'on puisse faire une enquête en salubrité des aliments puis déterminer si ces produits-là sont à risque ou non. Fait que ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler aujourd'hui, puis j'espère que ça a clarifié plusieurs de vos interrogations. Ben, écoutez, merci toutes les deux d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est sûr que le sujet est technique, là, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Alors, merci pour les explications, merci pour les clarifications, très appréciées. Merci beaucoup à toutes les deux. Et Merci. voilà. Et à vous là, qui avez été à l'écoute, merci pour votre attention. Si vous avez d'autres questions ou des commentaires, vous ne vous gênez pas, vous les écrivez sous la vidéo. Alors, on aime ça vous lire, on aime ça répondre à vos questions. Faites attention à vous, lisez attentivement les étiquettes et on se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous virtuel. Merci.